Bonjour à tous, vous écoutez un nouvel épisode de Tout et de Rien, l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Manon et Nicolas. Comment est-ce que vous allez en cette belle soirée de fin avril, 30 avril pour être exact? Eh bien, ça va bien. Ah, super. Et toi, Nico aussi? Moi aussi, ça va très bien. Je me suis préparé un petit thé pour être avec vous tranquillement, comme si on était, tu Oh. vois, dans un petit salon ou Ah, une c'est un petite petit terrasse. salon, Bah, petite écoute, moi terrasse aussi, audio. figure-toi, ouais, j'ai un petit rayon de soleil sur moi et j'ai préparé mon thé et vous devez Voilà. m'entendre, chers auditeurs, auditrices, de manière très, très claire, parce que j'ai un nouveau micro incroyable. Oui, ça c'est trop bien. C'est génial. Un nouveau micro. On va tous avoir des micros de ouf à la fin. C'est Ça va être clair. génial. Tu vu la fréquence d'enregistrement? C'est un investissement, Ouais. Ouais, non mais fly. tu as tout à fait raison. Après, on pourra donner des conseils de micro, C'est faire clair. Complètement, on pourrait faire des justement matos. un podcast, tu vois? Ouais, on parle Sur comment faire matériel. des podcasts. Bah du coup, Manon, puisque tu as ton nouveau micro, je te propose de lancer l'émission et je te laisse nous parler de ce dont tu as envie de nous parler aujourd'hui. Oui, et ben moi, en fait, j'avais envie de vous parler d'un faux reportage. En fait, je bossais jusqu'à récemment sur l'expo Esprit critique au Quai des Savoirs. Et du coup, ça m'a donné pas mal de pistes de recherche. Et moi, je viens de Perpignan à la base. À Perpignan, il y a des fachos, mais il y a aussi un super festival qui s'appelle... un super festival qui s'appelle Visa pour l'image. Je sais pas si vous connaissez. Pas du Pas tout, du non. tout. En fait, ça a été créé en 1989, donc ça fait un moment que ça dure. C'est un festival de photojournalisme. Et c'est un festival qui dure 15 jours et il y a des photojournalistes du monde entier qui exposent à ce festival. Enfin, c'est vraiment un très très gros truc. Et en 2021, donc l'année dernière, il y a un photographe qui a exposé, un photographe qui s'appelle Jonas Bendixen. Et Jonas Bendixen, je vais vous lire la citation qui amène son travail, ça vous donnera un petit peu le ton. Il dit « Combien de temps faudra-t-il avant de commencer à voir du photojournalisme documentaire sans aucun fondement dans la réalité autre que le fantasme du photographe et une puissante carte graphique informatique. Serons-nous capables de faire la différence ? J'étais si effrayée par les réponses que j'ai décidé de tenter le coup moi-même. » Waouh, Classe. ça envoie. Donc en fait, notre cher Jonas, il s'intéresse beaucoup à la question de la manipulation de l'image et de l'information. C'est assez tendance en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Et lui, il va décider de jouer un tour à ses collègues photojournalistes, en fait, et de monter de toutes pièces un reportage, histoire de voir jusqu'où ça peut aller et à quel moment quelqu'un va lui dire « Mec, tu dis de la merde. » Spoiler alerte, ça va loin. Ah. Voilà. Mais c'est un très beau projet. Il en a fait un bouquin. Ce bouquin s'appelle The Book of Vélez, le livre de Vélez. Et Vélez, c'est pas anodin comme nom. Ça vient d'une ville et on va remonter un petit peu le temps pour savoir. Donc en fait, en 2016, il y avait les élections présidentielles aux États-Unis. Vous savez, Trump, tout ça. Mhm. Il y a des adolescents de la ville de Vélez, en Macédoine, qui se rendent compte qu'ils peuvent faire pas mal de thunes en créant de la fausse information qui implique Donald Trump et en trompant l'audience américaine. Donc en fait, durant cette période d'élection, il y a à peu près 140 sites politiques destinés aux conservateurs américains et aux partisans de Trump qui étaient vus aux États-Unis. Donc en fait, tous ces clics et ces vues, ça va générer énormément d'argent. Et notamment grâce aux publicités, des sites sur lesquels l'information est diffusée, etc. Et donc ça va créer une énorme source de revenus pour des jeunes qui vivent dans un bled de merde, soyons honnêtes, et pour qui l'accès à l'emploi, c'est super difficile. Donc Bendixen, il va s'intéresser à la ville de Vélez, donc au nord de la Macédoine, parce qu'il est fasciné en fait par le rôle que vont jouer des ados, en fait, aux intentions parfaitement apolitiques, dans le paysage politique américain des élections de 2016. À quel point est-ce que c'est facile de créer de la fausse information, jusqu'où on peut tromper les gens, et même les journalistes et les politiques eux-mêmes. Donc en enquêtant sur la ville, il va percevoir qu'il y a une autre supercherie bien plus ancienne qui est impliquée et qui implique le nom de Vélez. Il s'agit du livre de Vélez. En fait, le livre de Vélez, c'est un texte qui a été soi-disant découvert en 1919 et perdu en 1941. Et ce texte, ce livre de Vélez, il est présenté comme le livre le plus ancien de l'histoire de la religion slave. Alors, apparemment, il parlerait d'un dieu pré-chrétien qui s'appelle Vélez, donc, dont la ville tire son nom. Et selon les spécialistes de ces cultures, ce livre, en fait, ce serait un fake lore, donc au folklore non authentique et faux. Et d'ailleurs, il est passablement fasciste au passage. Perpignan, les fascistes, on y revient. Bonne ambiance. Tout est lié. Du coup, voilà, en fait, c'est certains, même si certains sont convaincus de l'authenticité de ce livre, parce qu'il y a quand même des courants néopaganistes aujourd'hui qui découlent de ce bouquin, apparemment, ce serait juste un gros fake qui a circulé, quoi. Mais du coup, c'est intéressant pour notre cher photographe Jonas Bendixen, parce qu'il se retrouve dans une ville à enquêter sur des ados qui font de la fausse information, et le nom de la ville, c'est le nom d'un bouquin qui serait du coup un gros fake lui-même, quoi.
Donc il va décider que cette ville, ça va être le réceptacle de sa tentative de fake news. Et là, on rentre dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'il va s'y prendre ? Alors d'abord, il va sur YouTube et il apprend à... Toujours. Comme toujours quand on a envie d'essayer de faire quelque chose et qu'on sait pas trop comment faire. On va sur YouTube, on regarde comment on fait. C'est exactement ce qu'il a fait. Voilà, genre, c'est vraiment à la portée de tout le monde, quoi. Il est allé sur YouTube, il a appris rapidement quelques logiciels qui sont utilisés dans l'industrie du cinéma, des jeux vidéo. Il a créé des modèles de personnages en 3D. Et ces avatars, il peut les tourner, les mettre en lumière, les poser, les animer. Et il a acheté certains de ces avatars, puis il les a modelés dans un tas de positions de façon différente. Et donc il a créé toute une petite collection de personnages. Ensuite, il est allé à Vélez. Et contrairement à son mode opératoire habituel en tant que photojournaliste, cette fois, il va pas dépenser le moindre centime, ni même perdre la moindre seconde à essayer de rencontrer des gens pour aller leur parler, pour les mettre au cœur du reportage. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va photographier des espaces vides, des appartements, des bureaux, des bancs, toutes les scènes en fait qui pouvaient l'intéresser, en prenant justement soin qu'il n'y ait aucune personne sur les photos. Ensuite, il capture une lumière, une scène spécifique en utilisant un appareil spécial avec un angle de 360 degrés. Il convertit toutes ces photos en espace 3D. Ça aussi, je suis sûre qu'il l'a appris sur YouTube, comme tout le monde. Et ensuite, il va ajouter les personnages virtuels qu'il a créés à l'intérieur. Il va y ajouter des émotions, il les met dans des poses, il met une lumière qui va matcher, en gros, la photo originale. Voilà. Donc à la base, le projet, c'est ça. Et là, bim, Covid. Et heureusement pour lui, mais malheureusement pour nous, en fait, le Covid, ce qui s'est passé, c'est qu'il a eu beaucoup, beaucoup de temps à ne rien faire pour peaufiner son travail. Pratique. Pratique. Du coup, il a ajouté beaucoup de strates dans la manipulation de ces images. Vraiment, il a bien lissé tout le bordel. Et ensuite, il a compilé les images dans un bouquin. Et alors, pour écrire le texte du bouquin, il est resté complètement dans le thème et il a utilisé une intelligence artificielle qui s'appelle l'IA GPT-2. Et en fait, il a nourri l'intelligence artificielle avec chaque article qui a été rapporté dans les médias de langue anglaise, donc de toutes ces industries de fausses informations à Vélez, avec toute l'histoire de Donald Trump, des ados et tout ça. Et l'intelligence artificielle, elle a écrit le bouquin de 5000 mots. Voilà. Donc il n'a pas écrit un seul mot de l'ouvrage, il a juste coupé-collé différentes séquences et il les a mis ensemble pour que ça ait un flux logique en fait, mais il n'a pas écrit un seul mot. Ensuite, il a pris toutes les citations des personnes qui ont été impliquées dans la production de fake news à Vélez, il les a mises dans l'IA, ensuite il a fait de nouvelles déclarations, et c'est là d'où viennent toutes les citations du livre en fait, elles sont fausses, tout a été inventé par ordi, mais c'est basé sur des choses que des vrais sujets ont dit. Voilà. C'est dingue. Et pour finir, il pouvait pas passer à côté de l'histoire de ce livre de Vélez, ce fake livre, et du coup, pour faire son livre éponyme, il a introduit tout le texte de l'ancien livre dans l'intelligence artificielle qui, encore une fois, s'est retrouvée avec des quantités infinies d'écriture ancienne et obscure, en fait, qui ont été inventées par un ordi, quoi. Et donc là, il nous dit « Personne n'a rien remarqué car ça correspondait à ce que les gens s'imaginaient. Des petits voyous produisant des fake news en Europe de l'Est, des appartements gris de l'ère soviétique, des galouches écrivant des fake news, des ours dans les rues, des voitures Lada typiques de l'ère soviétique. La photographie est un médium tellement flexible, il est loin le temps où les gens voyaient la photographie comme l'arbitre impartial de la vérité. Les gens voient ce qu'ils veulent dans une photo. » Oui. Et donc, il propose son petit reportage à Visa pour l'image. Et il nous dit « Je pensais qu'au bout de quelques semaines, on finirait par me dire quelque chose, qu'on me demanderait « Est-ce qu'il y a vraiment des ours qui déambulent comme ça dans la ville ?» Qu'on me dirait « Tes textes n'ont aucun sens. » Mais tout ce que j'ai eu en retour, c'est « Waouh, c'est merveilleux, quel projet intéressant. » Oh là là. C'était dingue. En fait, ça joue vachement sur les clichés et les idées reçues. Ah mais c'est exactement ça en fait. Il a tout basé sur en fait les clichés quoi. Il a vraiment pris tous les clichés, il les a mis dans ses photos et il s'est dit ça va passer puisque c'est des clichés et que tout le monde pense que c'est comme ça, tu vois. C'est clair. exactement ce qui s'est passé. Enfin, c'est assez ouf. Non, c'est je trouve ça très très drôle. Et du coup, il publie son bouquin, hein. Rien ne se passe. Les gens continuent de le féliciter pour la profondeur du reportage et de son essai de 5000 mots que l'intelligence artificielle a réalisé. Et donc, il décide de pousser le vice, il propose le travail donc au festival. Et le reportage passe, en fait, sous tous les filtres de vérification et finit par être exposé. Voilà, donc ceux qui ont été à Visa en 2021, vous avez peut-être vu le faux reportage de Jonas Bendixen. Mais du coup, il est un peu mal à l'aise quand même, le bonhomme. Il se dit, ça va quand même assez loin, tu vois, je trompe quand même ma propre communauté. Enfin, voilà. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer de faux profils Facebook et Twitter, et il va s'insulter lui-même. En fait, avec ses faux profils, il va dire non, mais le travail c'est faux, c'est truqué, machin. Genre il se débunk lui-même. Non, mais c'est ça. Et il ne se passe toujours rien. Oh putain. Le temps passe, il se passe rien.
Donc à force d'insister, les faux profils sont identifiés et finalement, ils révèlent la supercherie. Mais en fait, ça a pris un temps considérable et le mec a dû se dénoncer lui-même, quoi. Sinon, C'est ouf. personne n'avait, voilà. Donc en fait, certains lui ont reproché d'entamer encore plus, en fait, la crédibilité des journalistes en faisant ce faux reportage. Ouais. Mais en fait, Ah ouais. ce qu'il aura fait, c'est aussi faire prendre conscience à ses collègues et au monde de quelque chose quand même très important, c'est que les fake news, les hoax, Mmh. c'est bien plus facile à faire que ce qu'on s'imagine et que Clair. Bah, oui. même, avec les avancées technologiques en matière d'intelligence artificielle et de manipulation d'images, ben, ça va pas du tout aller en s'arrangeant et il nous faut des filtres, ben, encore plus vénères pour arriver à débusquer toutes ces fausses infos parce que c'est quand même assez compliqué de tirer le vrai du faux et je terminerai en donnant, C'est dingue. une petite citation encore une fois de ce cher Jonas qui dit: «D'après mon expérience, mes collègues ici sont normalement très pointus et vont au travers de beaucoup de conneries. Le fait qu'aucun de mes collègues ne m'ait pris en flagrant délit était une bonne mesure pour moi que j'allais dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction, selon la façon dont vous voyez tout ça». Voilà. C'est trop, trop bien. Alors en plus, ce qui est ouf, c'est qu'en fait, je regardais des photos, j'ai tapé le nom de l'artiste et Vélez et en Mmh. fait, pendant que tu parlais, je me suis dit: «Mais c'est quoi le problème avec ces photos?» et en fait, je voyais pas et plus tu parlais et plus, tu vois? C'est dingue, genre, ça marche à tous les coups, quoi. C'est clair. Mais en plus, si tu les regardes bien, quand tu le sais, quand tu regardes bien les photos, tu vois quand même que Oui, c'est c'est ça, c'est clair. des ça se voit, tu vois? Enfin, Ouais, c'est gros, c'est trop gros. tu vois que c'est faux, quoi. Mais en fait, bah, moi je trouve ça ouf que ce soit passé crème. Ouais, Enfin, ouais, ouais, voilà. Ah non, c'est dingue comme truc, hein, franchement. Ça fait peur, en fait, presque. c'est clair. Ouais, ça fait vraiment peur, ça fait vraiment peur parce que, ben, déjà, juste savoir qu'il y a des ados à Vélez, qui ont joué un rôle énorme dans les élections, américaines, tu vois? Et qui ont joué Ouais. en faveur de Ouais. Trump juste parce qu'ils voulaient, avoir 3 thunes pour acheter, leur coca, tu vois? Enfin, c'est chaud. Tu vois? Si quelqu'un est vraiment mal intentionné, Mmh. ben, ce quelqu'un a tous les moyens, Il a en sa possession toutes les pour cartes en main pour pouvoir faire ce qu'il a faire le envie, mal. quoi. Tu avais un Ouais. documentaire comme ça qui est passé, il me semble, sur France 2, qui s'appelle, «La fabrique de fake news», je crois, un truc comme ça. Ah, ça me dit un truc, Ouais. ouais. Il était assez cool, là-dessus et du coup, il parlait des gens là, des jeunes en Macédoine qui ont produit les fake news, Mmh. notamment pour faire élire Trump. Enfin, qui ont contribué à faire élire Trump. Putain, c'est Et ouais, Ouais, c'est 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 ça, dingue, ça c'est peut partir de 3 fois rien et puis ça peut prendre des proportions, incroyables. comme quoi il faut toujours vérifier et revérifier et revérifier ses sources, C'est clair. ouais. à longueur de temps, hein. Ouais, ouais, c'est chaud. Et puis bon, quand tu te dis quand même un festival, de photojournalisme Ouais, mondialement je crois que connu c'est Ouais. plus et que fou. ça passe, tu là: «Mais pourquoi?» Et du Ouais. coup, j'ai peut-être un débat qui va avec, ton sujet, Ouh! Manon, parce que c'est en lien avec l'art. Là, on peut se dire que c'est une forme d'art, hein, ce que cette personne a fait, de faire un fake lord et un bouquin pour dénoncer un peu tout ça. Mais au final, on se rend compte qu'il y a quand même moralement, ça peut peut-être être un peu bancal et du coup, je me posais cette question: l'art est-il affranchi, par définition, puisque c'est de l'art, de toute morale ou pas? Mmh. Mmh. Waouh! Ouais, je me suis dit que ça allait bien avec ton sujet, Manon, mais du Ça coup, va c'est très un bien peu avec le Ça sujet, complexe. tout m'étonne, à c'est fait. clair. À chaud, je dirais qu'il devrait, enfin, mais en fait, c'est avec des conditions. C'est-à-dire qu'il devrait à partir du moment où ça ne fait de mal à personne entre guillemets. Je pense notamment à une performance de il me semble que c'était Marina Abramovic qui s'était mise dans une salle et qui avait dit en gros: «Ben, faites, ce que vous voulez de moi». Ah oui, ouais, Et en c'est fait, Ah! c'était grave parti en couille ouais. et du coup, je pense OK. qu'effectivement, le fait que l'art n'ait aucune morale entre guillemets, ça peut dénoncer pas mal de trucs, mais c'est aussi assez compliqué, Après, l'art et surtout l'art contemporain, je pense, peut justement mettre, à l'épreuve ta morale et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, il y Oui. avait je sais plus qui Ouais, c'est, mais il y avait une autre œuvre contemporaine, c'était un poisson rouge dans un mixeur et le visiteur avait le choix d'appuyer ou pas. C'est là où c'est très étrange, c'est que c'est des arts qui te mettent toi, c'est de la performance artistique, c'est toi qui es au centre du truc, donc c'est est-ce que tu réussiras à garder ta morale et tes valeurs intactes face à ce qu'on te propose de faire? Puisque on te donne l'autorisation de faire des choses que dans la réalité tu aurais peut-être pas fait. ouais, C'est, l'art est un médium pour interroger la morale c'est dans ce ça. cas. Je pense tout à fait. Je pensais d'ailleurs à autre chose, j'en viens à penser à ça, mais par exemple un jeu vidéo, où quand on te laisse le choix de faire ce que tu veux, tous les jeux Mmh. vidéo en monde ouvert où tu peux être un gentil ou un méchant, bah, c'est pas très moral d'être un méchant, mais pourtant on te laisse le choix de Le le choix de le faire. faire, ouais. Mmh. Ouais et C'est du coup, clair. ça te permet de te questionner quand même sur tes choix en tant que joueur de est-ce que tu es prêt à faire le mal ou pas, même si c'est que «un jeu» entre guillemets, quoi. Non, mais c'est intéressant, je trouve. Bah, du coup, est-ce que l'art doit s'affranchir de toute morale? Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'effectivement que un des buts de l'art devrait être de questionner, Mmh, c'est ça. la société et sa morale.
Parce que là, Ouais. c'est une question qui est hautement philosophique quand Tout même. à fait, oui, tout à fait. Et Où est Seb? c'est clair, Seb? c'est clair. Moi, clairement, j'ai pas le background, je pense, pour apporter vraiment des choses intéressantes. Mais on peut juste, oui, constater, comme on dit là depuis tout à l'heure, si on prend certaines œuvres contemporaines ou des jeux ou des choses comme ça, qu'en effet, enfin, en tant que public, ben, ça interroge pas mal sur ta propre morale et puis même peut-être de manière un peu plus globale, la morale de la société dans laquelle tu Oui, tout vis. à fait, ouais. Quand ça Tout à fait, interroge, bah, par c exemple, ton rapport à la société même de consommation ou ce genre de choses, c'est toujours intéressant. oui, complètement. C'est à ça que ça sert de toute façon, comme tu le disais, Manon, l'art d'essayer de te montrer finalement les travers un peu de ta société, de tes propres valeurs, de ta propre conscience et cetera. C'est à ça que ça sert, mais du coup, le problème, c'est que l'art, c'est aussi, bah, comme on vient de le voir, du coup, c'est aussi ça peut être aussi de la propagande, d'une certaine manière. Et comme tu l'as dit, des fois, peut-être qu'il vaudrait mieux se passer de l'art si c'est de l'art qui est, nauséabond d'une certaine manière, ou en tout cas qui a été fait à but, nauséabond. Oui, Ouais, parce qu'il complètement. doit y avoir une Enfin, intention. Enfin, je pense que l'intention aussi fait partie de la question morale qui est C'est ça, derrière ouais. quand tu crées une œuvre et de son contexte aussi. Genre, je sais pas s'il y a un art, nazi enfin si, il y a un art nazi, enfin il y a une Bah, il y a un art nazi, hein, architecture nazie, il y a un art quand tu nazi. regardes les photos, enfin les affiches et tout, enfin c'est C'est le pire, c'est que c'est même oui, bah, comme l'art presque joli, hein, soviétique, l'art du oui, oui, Troisième bah, Reich, oui, oui. c'est très classique en fait, du coup ça répond il y a une à des esthétique. Attends, je vais considérations regarder, esthétiques, ouais, qui nous parlent énormément parce que c'est tout juste c'est néoclassique mais poussé à fond et la Après, morale ça qui est peut derrière est peut-être pas excellente, quoi. je viens renvoyer de aussi taper à propagande à nazi l'image. affiche, les affiches ont de la gueule, bon, tu as Emmanuel Macron qui est retouché sur certaines photos visiblement, à la place d'Hitler, ce qui est très étrange. C'est aussi une forme d'art, j'imagine, mais pareil pour tout ce qui est propagande communiste, c'est aussi des affiches qui sont faits pour avoir de la gueule, donc c'est de l'art, Ouais. mais c'est de l'art qui est au service de quelque chose qui est mauvais quoi, purement et Ouais, honnêtement, purement et simplement mauvais quoi. tu peux le Ça voir, je sais pose pas la si question de la représentation aussi, comme on voit par exemple dans les pubs, machin et tout, enfin, à quel point, si on représente quelque chose, ça va devenir une normalité Mmh, et tout à fait, ouais. ouais. donc potentiellement une déviance, quoi. Moi, je pensais Ouais, à, je sais pas si vous oui. suivez la guerre en Ukraine où, tu as pas mal d'artistes ou de personnes qui se mobilisent justement pour aider l'Ukraine et qui produisent enfin, tu as une production artistique qui est assez, un peu en lien avec des notions de contre-propagande pour appuyer un peu le camp Mmh. ukrainien et tu as des trucs assez stylés. Par exemple, il y a des très, très belles photographies. Tu as aussi comment ça s'appelle? De l'art un peu plus simple, genre des dessins ou des choses comme ça et tu vois, tout ce côté-là, c'est quelque chose qui permet de rassembler pas mal de monde autour d'une cause commune. Donc je pense qu'il y a un effet, il y a une morale qui est derrière, il y a un but appuyé et c'est quelque chose en face, quand tu vois le camp russe, tu retrouves absolument pas. C'est assez froid, c'est assez distant Ouais. par rapport à tout ça, donc ça permet de rassembler peut-être plus de monde autour d'une cause commune et qui est, pour le coup, très, Oui. très actuelle. Mmh, tout à fait, ouais. L'art, c'est fédérateur, hein, aussi, hein. Je pensais C'est, à une photo, j'aimerais bien vous la retrouver où tu vois, ouais. tu la tourelle, d'un char d'assaut qui je sais pas si vous avez vu cette photo, qui est détruite, mais du coup, il y a juste la tourelle du char qui reste et en fait, quand tu prends la photo, que tu la tournes, donc il y a des gens qui ont fait ça fait comme une tête de mort et c'est assez dingue parce que cette photo, elle est pas du tout retouchée et c'est une image qui est hyper poignante, en fait, Mmh, quand tu vois ça. bien sûr, ouais. Mmh, je pensais aussi à un truc que tu as dit, Manon, quand tu parlais, de l'art qui distille des choses un petit peu dans les esprits. Je pense que tu devais penser à ça à un moment donné. Je pensais au cinéma notamment, le vieux Oui. cinéma, où les relations hommes-femmes sont banalisées d'une certaine manière, qui font passer, au final un bisou volé, ça a pas l'air bien grave, mais finalement ça implique dans la tête de tout le monde que le consentement, on s'en bat un peu les couilles Ouais, c'est ça. et au final là, ça finit par avoir des conséquences qui sont extrêmement graves puisque ça met dans la tête des enfants qui regardent ça que en fait c'est banalisé, c'est normal et c'est là où c'est de l'art qui est entre guillemets, je pense, pas fait exprès, mais qui balance un message qui au final derrière est mauvais et a des conséquences qui sont extrêmement dramatiques, Oui, qu'on bah, Hollywood, découvre finalement aujourd'hui en ouais. 2022, qui sont mis sous les feux des projecteurs, mais qui existent depuis des années et des années encore, hein, bien sûr. Ouais, Hollywood est un problème, hein. On a déjà eu, ce débat, je sais plus dans quelle émission, mais où je vous disais de regarder la chaîne, Pop Culture Detective, si vous parlez un petit peu anglais. C'est un mec Oui. qui justement, distille, analyse un petit peu tout ça et donc il y a tout un épisode sur justement, le et tout ça et Harrison Ford qui arrête pas de forcer des meufs dans tous ses films et passer du coup, enfin, encore aujourd'hui, c'est en mode, pire que normaliser, c'est faire de ça un truc romantique, en fait. Si la meuf te dit: «Non, il faut que tu forces». Romantique, ouais, c'est ça, Ouais. ouais. Yes, c'est vrai, je crois que je t'avais Non, écouté, merde. parler de ça. Bah, j'avais regardé d'ailleurs, hein, après que tu l'aies Ouais, conseillé et c'est vrai que, ouais, c'était un peu, mais c'était une fois que tu écoutes c'est ça, tu as fait flagrant, en tu sais, fait. tu le sais déjà, mais quand tu l'écoutes et que tu vois les images, ça te fait: «Putain, ah», C'est en moi, fait, je c'est je sors tellement de là, je flagrant fais et
tu l'as pas vu, tu vois? C'est ça, moi, qui me je dis: «Mais pourquoi Bah, j'ai parce que pas tu es absorbé réagi?» dans le film, tu es absorbé Ouais, par c'est les ça. personnages que tu aimes bien et mine de rien, tu trouves ça quand tu es gamin, tu trouves ça normal, en fait, parce qu'on te le présente comme étant normal, donc c'est logique, en Bah, fait. ouais, C'est là, ouais, tu vois que tu peux faire passer vachement de messages au final par n'importe Complètement, quel média artistique. Et ça complètement. complètement, peut être complètement. dangereux, du coup, ouais. Faites C'est ça. attention à l'art et aux fake Là, news. moi, je pense qu'on devrait C'est clair. bannir l'art entièrement. Mais au final, tu vois, la chronique, maintenant illustrait vachement bien un peu tout ça. Oui, totalement, ouais. Eh oui, Mais c'est écoute, bravo, d'avoir trouvé ce bon sujet. donc ça me semblait pas mal, ça me semblait d'appoint vis-à-vis de ça. Et tu sais, c'est le genre de débat, après tu repenses 2-3 jours après, tu dis: «Ah Tu dis: oui, j'aurais «Putain, pu j'aurais dû dire dire ça». ça». Putain, mais ouais, mais Alors grave. tu tombes sur des super articles qui illustrent exactement un De point de ouf. vue que C'est ça, exactement, Bah, ouais. tu d'ailleurs, vois, ça n'hésitez m'arrive pas dans très les souvent. commentaires, hein, à nous Ah le bah, dire si vous avez, vous avez une opinion déjà et puis des articles qui J'ai retrouvé la photo, ah! je vais essayer de vous la faire passer. Vas-y. Pour le coup, enfin, c'est assez artistique et c'est assez dingue. Oh! ouh! Ah Putain, ouais! c'est Tu joli. vu? Très, très beau, c'est un peu, effrayant en même temps. Ouais, c'est ça, tu vois, genre, c'est une image qui est assez Super moi, beau, je ouais. trouve assez poignante. C'est Ouais. poignant et en même temps, c'est très bizarre. Il y a un côté, vous allez me lapider, mais il y a un côté Pirates des Caraïbes dans cette, Oui, forme de je crâne. je vois, je vois ce Oui, que tu veux j'avoue. dire. On dirait les médaillons Je aztèques. vois. Oui, 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 tout à fait. Mais très sincèrement, je croyais que c'était ça au début, je me suis dit: «Tiens, pourquoi Ah! c'est quoi Je suis cette pas le photo seul du coup. de truc, mésoaméricain?» Je suis rassuré. On vous mettra la le attends, mais attends, je peux peut-être, c'est sur, Osint Technical sur Twitter, c'est ça? C'est ça. OK, bah, voilà, donc OSINT Technical, sur Twitter. Vous pourrez voir la photo normalement, là-bas. Voilà, c'est une photo qui a été publiée le 15 avril 2022 si vraiment vous voulez retrouver la photo exacte. Et du coup, c'est hyper bien que tu nous montres ça et que ça me fasse penser à la Mésoamérique parce que tu vas encore une fois de plus et oui, on retombe toujours sur nos pattes, c'est ça qui est dingue, nous parler d'Amérique, Nicolas. Ouais, 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 ouais. Ouais, Encore. ouais, ouais. Ouais, 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 Non, mais je sais, je parle très, très souvent de l'Amérique et surtout Ah, de la c'est bon. période du contact aussi. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui, oui, à chaque fois, entre les recettes de cuisine et C'est clair. c'est toujours ça le point Mais commun. en fait, je me suis dit, bah, déjà, c'est un sujet où il y aura toujours des choses à dire parce que, bah, c'est juste énormissime Grave. comme base d'informations et tant que personne ne se plaint, bah, du coup, je compte vraiment pas m'arrêter, quoi. Dites-le dans les commentaires si vous en avez marre ou si si vous en vous avez adorez. marre. C'est clair. Moi, perso, je m'éclate, hein. Non, Enfin, mais c'est trop je cool, moi passe j'adore, hein, des très, franchement, très bons c'est moments dingue. à faire ça et en plus, c'est un truc enfin, je trouve en ligne, c'est un truc qui manque un petit peu. Je sais que enfin, moi, je produis vraiment enfin, j'essaie de faire des chroniques que j'aimerais trouver en ligne parce que juste j'en trouve pas Oui, et voilà. carrément. Oui, ça fait un terreau, fertile de connaissances Ouais, que c'est tu clair. ne peux nous donner toi finalement, que toi peut-être. Non, mais enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire et c'est juste qu'il faut beaucoup de temps et et d'intérêt à donner. Oui, après voilà, il faut trouver des nerds, comme nous qui sont en mode, «Oh putain, ce sujet dont Ouais, c'est ça me clair. bat les Ouais, couilles là, là vraiment j'ai envie de faire quelque chose dessus quoi». c'est ça, c'est ça. Du coup, j'ai remarqué que je ne vous ai pas encore parlé, bah, du contact en lui-même, celui qui a eu lieu entre, les Et Européens oui, et c'est bah, vrai. des autochtones, qui vivent, dans les Bahamas et les Grandes Antilles, qu'on appelle communément les Taïnos. Et du coup, comme je vous l'ai dit un petit peu avant, c'est un sujet qui reste très, très vaste et aussi très complexe. D'un point de vue historique, on n'a qu'une seule version, qui est celle racontée par les Européens. Un peu Mmh. comme d'habitude, je me répète de chronique en chronique. Et même si certains ont pu faire preuve d'une grande exhaustivité et apporter, ben, considérablement au sujet, comme par exemple le prêtre, Ramon Pané qui a accompagné Christophe Colomb ou alors Ramon Bartholomé Pané. oui, il s'appelle vraiment J'imagine tellement une vilaine tranche de jambon pané, tu vois? alors pour la petite Excusez histoire, là, Ramon Pané, excusez cette interview. bah, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui s'est énormément intéressé aux civilisations et aux peuples qui étaient sur place. Il est resté pendant plusieurs mois auprès, notamment des Taïnos. Enfin, je ne veux pas détailler sa vie, mais si ça vous intéresse, allez voir ce qu'il a fait, c'est assez intéressant et c'est quelqu'un dont on parle assez peu, donc c'est un peu dommage. Enfin bref, on n'a pas que lui, on a aussi, Bartholomé de Las Casas, qui est Et l'un oui. des acteurs principaux à l'origine de la controverse de Valladolid, qui s'opposait notamment aux conquistadors. Mais bon, malgré tout ça, bon, ça reste, ce sont des personnes qui restent assez à part et tout ça reste un peu incomplet, parcellaire et surtout soumis à de nombreux biais culturels ou appuyant tel ou tel point de vue. Heureusement, depuis le milieu du XXe siècle, grâce à l'archéologie, l'anthropologie et l'archéométrie, ces magnifiques disciplines, l'histoire du contact est complétée, enrichie et pour peu à peu apporter la lumière sur cet événement qui est si particulier.
Donc je vous propose d'aborder ensemble une série de chroniques à ce sujet, dont voici le premier épisode. Donc Oh. aujourd'hui, on va voir qui sont les Taïnos, d'où viennent-ils, quelle est leur culture et leur société, afin de mieux comprendre les effets du contact et ses conséquences. Donc pour ça, je vous recommande de garder sous les yeux une carte des Caraïbes. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec la région, et c'était mon cas avant, je m'intéresse vraiment à ces sujets, parce que j'y suis jamais allé perso, donc c'est un peu triste. C'est une région qui se divise en 3 grandes zones. On a les petites Antilles, donc c'est les petites îles de l'Est et du Sud-Est, où on retrouve par exemple la Martinique et la Guadeloupe. On a les grandes Antilles, donc c'est-à-dire les grandes îles qui sont Cuba, la Jamaïque, Hispaniola et Porto Rico. Et enfin, on a les Bahamas, donc c'est tous les petites îles au nord. Donc avant de commencer, on va tout de suite aborder la question que j'aime bien, des idées reçues. Donc de mon côté, j'ai revu quelques scènes de 1492 de Ridley Scott avec Ah. Gérard Depardieu en Christophe Colomb. Et en fait, je trouvais que l'ambiance du film, la musique, la scénographie, tout ça, c'est assez classe, assez beau. Par contre, dans la représentation historique du contact, il y a vraiment rien, mais alors rien du tout qui va. Et on va pas trop détailler, mais juste j'avais une question, pour vous par exemple. Si je vous parle des premiers autochtones rencontrés par Christophe Colomb, quelle est l'image que vous avez en tête? Bah, tu veux y aller maintenant ou j'y vais? Non, vas-y. J'y vais. Bah, en vrai, l'image qu'on a, c'est, tu sais qu'on va te donner, même si elle Bah est oui, fausse, hein. c'est Mais c'est les ultra. mecs à moitié à poil, Mais Ouais. complètement couvert d'or. qui sont là à faire des Ouais. dieux qui arrivent, ils t'offrent plein de trucs, et voilà quoi. Enfin, on n'est pas loin limite des cannibales aussi que t'avais décrit la dernière fois avec le Ouais, chaudron, ouais, si c'est ouais. des méchants indigènes, tu vois. Enfin, voilà, Oui, c'est méchant, méchant, très gentil grand, naïf ou grand, méchant bronzé, brutaux quoi. ultra musclé, tu vois, en mode Ouais. vraiment avec des espèces de boucles d'or et de Voilà, des montagnes enfants en finalement qui ont un feuilles. trésor qui est trop grand pour eux quoi, presque. Oh, Voilà. Et tu vois, en mode Pocahontas, le dessin animé, tu sais, en mode genre ah OK, non, mais le vrai trésor, c'est le maïs, tu vois. OK, c'est dingue, je m'attendais pas à un truc aussi cliché, mais bon. Là, on est allé à fond, écoute. T'as dit tu veux le cliché, on te donne le Non, non. cliché. OK, Non, sinon, super. en vrai, pour être sérieux, la vérité, c'est que je ne sais pas du tout Ouais. comment ces gens-là, les gens qui ont rencontré Christophe Colomb vivent. J'imagine, je suppose que s'ils vivent sur une île, c'est que c'est des sédentaires. Donc, du coup, ils doivent avoir des villages organisés. Mais alors après, quelle organisation ils ont, ça? Quel est leur rite cultuel? Je sais pas. Il y a une légende qui dit, mais je sais pas si c'est vrai ou si c'est des conneries, que à une île près, il y avait vraiment des anthropophages apparemment à côté. Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas. Alors, c'est plus ou moins vrai. On va en parler un Oh, petit peu ok. et on en reparlera dans d'autres chroniques parce que c'est vrai que Ah, ouais, yes. il y a beaucoup de légendes qu'on va aborder d'ailleurs dans les futures chroniques, mais ça, je vous garde ça pour plus tard. Yes. Ah, on adore. Suspense, Donc, teasing. c'est clair. Mais merci en tout cas pour votre participation. En fait, ce qu'on constate, Vas-y. c'est que depuis 500 ans, et malgré les efforts dès le début, comme on l'a vu de la part de certains, de retranscrire le plus fidèlement possible la culture taïno, en fait, on a l'imagerie coloniale qui justifie notamment l'installation des Européens, qui s'est malheureusement distillée un petit peu partout auprès du grand public. Mais en fait, si on se représentait des peuples primitifs qui vivent de manière plus ou moins isolée dans la jungle et coupés du monde, c'est en fait l'exact opposé de ce qu'étaient les Taïnos à la fin du XVe siècle. Et d'ailleurs, on se rapproche plus de quelque chose comme disait Marc, donc une fois sa seconde réflexion abordée, on va Une avoir fois Pourquoi des... j'ai passé recommencé l'image à réfléchir? colonialiste de merde. C'est assez clair. Donc, par exemple, j'ai un exemple, si on prend seulement l'île d'Hispaniola, c'est l'île sur laquelle se trouve la République dominicaine et Haïti, et d'ailleurs qui s'appelle Haïti en langue taïno, cette île, on estime la population pré-contact à plusieurs centaines de milliers, voire des millions d'individus vivant dans Oh. des centaines de villages. Donc c'est considérable pour l'époque. Donc si on associe ça à une production agricole, il faut s'imaginer qu'Haïti devait être en grande partie couverte d'exploitation et de champs pour pouvoir maintenir une telle population. D'ailleurs, Bartholomé de Las Casas, il a une expression pour parler de l'île en la qualifiant dans ses écrits de ruche humaine, tant il y avait de monde et d'activité. Donc ça brise déjà un petit peu les clichés. Et le nombre de sites archéologiques précolombiens découverts ou malheureusement pillés confirme qu'on est très loin de territoires vierges ou dépeuplés et que la présence humaine dans les Caraïbes remonte à au moins 7000 ans. Malheureusement, les Taïnos sont quasiment tous éteints dès 1550 à cause des maladies européennes, de l'esclavage, de conditions de vie déplorables. Il y a quand même de petites communautés qui parviennent à survivre en se réfugiant à l'intérieur des terres, dans les montagnes et les collines, notamment à Porto Rico et en Jamaïque, souvent associées à des esclaves noirs en fuite, et ce jusqu'au XVIIe siècle. Mais comme je vous l'ai dit, il est assez complexe d'aborder les Taïnos. C'est encore un champ de recherche très actuel, et ce à cause de nombreuses difficultés.
La première de ces difficultés, en fait, vient d'une mauvaise chronologie utilisée quasiment jusqu'à la fin du XXe siècle. Ça, malheureusement, c'est dû à de très mauvaises calibrations de datation radiocarbone, qui, mal adaptées aux spécificités de la région, ont pendant longtemps faussé les résultats et de fait toute une partie de nos connaissances. Donc, merci l'archéométrie, hein. La deuxième difficulté, on va taper un peu sur tout le monde là. Allez. Mais il Yes. faut, il faut. Donc la deuxième difficulté vient des modèles de peuplement appliqués aussi pendant la majorité du XXe siècle et qui découlent en partie, premier problème, mais aussi des paradigmes archéologiques appliqués de manière trop stricte avec un certain nombre de sites laissés de côté parce qu'ils ne rentraient justement pas dans ces modèles. Donc sans trop détailler, on a par exemple estimé pendant longtemps que la céramique était un apport tardif du continent américain, écartant volontairement les céramiques retrouvées dans les couches stratigraphiques les plus anciennes. Il n'est admis que depuis une vingtaine d'années seulement, l'existence d'un foyer de production céramique caribéen avant les dernières vagues de migration humaine dans la région. Donc ça aussi, c'est un petit peu problématique. Et heureusement, bah, ça fait pas, là on tape un peu sur l'archéologie, mais bon, voilà, on voit que depuis une vingtaine d'années, bah, elle a su quand même se remettre en question. Et enfin, troisième difficulté, les Taïnos sont pas un peuple ou une culture unifiée. En fait, c'est une construction, c'est un concept qui est européen, ça. En fait, il n'y a jamais eu une nation taïno, mais tout un tas de peuples ayant des pratiques funéraires et religieuses proches, des techniques de production et d'artisanat avec des points communs, une langue semblable ou avec quelques différences locales. En fait, en bref, on a des traits culturels ou matériels qui forment un spectre parfois très nuancé plutôt qu'un Mm. socle commun. Donc on a des archéologues et anthropologues comme Irving Roose ou William Keegan qui ont tenté de répartir les Taïnos en plusieurs sous-cultures en fonction des régions des Caraïbes ou des îles en s'appuyant sur les données historiques et archéologiques. Cependant, en fait, cette division, elle est actuellement remise en question. Par exemple, Haïti était elle-même divisée en 5 caciquats à la fin du XVe siècle, donc c'est-à-dire des sortes de royaumes avec chacun leur autonomie et spécificité. Du coup, est-il pertinent de les appeler tous Taïnos? C'est des questions Mm. qui se posent actuellement. Et depuis peu, des archéologues et anthropologues comme Rojas en 2008 ou Antonio Curé en 2015 proposent de définir ces populations sous la forme d'un réseau culturel interconnecté avec des traditions locales affirmées. Donc ce réseau serait avant tout commercial, renforcé par une langue commune qui permet de véhiculer autant des biens et des ressources que des idées, des coutumes et des croyances. Et au sein de ce réseau se trouvent des villages dirigés par des caciques, donc c'est-à-dire des chefs, ayant autorité sur une zone plus ou moins étendue. Les caciquas peuvent avoir divers degrés de relations entre eux, allant de la guerre à des formes d'alliance ou de confédération, mais toujours avec des liens d'échange. Et bien sûr, ces relations évoluent sans cesse avec le temps. Et c'est tout cela, en fait, que par abus de langage hérité de la colonisation, on regroupe sous le terme Taino. Ajoutons à cela que d'autres cultures sont présentes dans les Caraïbes et interagissent avec ce réseau, et qu'il existe des établissements ayant des caractéristiques mixtes empruntant au spectre culturel taïno et à ces autres cultures. Alors, jusque-là, j'espère que vous suivez, Oui, parce que ça va. c'est Ouais, vraiment pas simple. ouais. Mais je vous rassure, à partir de maintenant, on va se concentrer en fait sur les tendances générales pour mieux tenter de comprendre. Et je vais utiliser, en l'absence d'alternatives, parce que comme je vous ai dit, c'est un champ de recherche qui est très actuel, je vais utiliser le mot Taino pour qualifier les sociétés de ce réseau où l'on retrouve ces tendances. Donc le terme Taino en lui-même, il signifie bon ou noble dans la langue native et n'a jamais été utilisé par des peuples autochtones pour s'auto-désigner. En fait, on doit cette utilisation aux Espagnols pour parler des communautés des Bahamas et des Grandes Antilles. Les Européens les ont longtemps aussi appelés les Arawaks, qui est souvent synonyme de Taino dans certaines littératures, notamment un peu anciennes, et parfois même sur Wikipédia aussi. Sauf que les Arawaks, c'est un nom donné à un peuple originaire du nord-est de l'Amérique du Sud. Et la similarité entre les langues des Arawaks et celles des Taino a semé, comme je vous l'ai dit, un temps la confusion, mais a bien plus tard été utile pour retracer les dynamiques de peuplement. Donc c'est à Irving Roose, le père de l'archéologie et de l'anthropologie des Caraïbes, des années 40 aux années 2000, donc qui est en partie responsable des erreurs précédemment citées, mais qui a quand même fait un énorme travail. Donc c'est notamment à lui que l'on doit une clarification sur l'identité des peuples taïnos et leur origine, en soulignant des rapprochements notamment avec le groupe culturel et linguistique des Arawaks. Dans ce groupe, on a d'autres populations, notamment une qui est très importante et qui occupait les petites Antilles, qui est appelée les Kalinago, Kalina, Caribes ou encore Kaniba, qui est à l'origine du mot cannibale. Et d'un point de vue des textes historiques, les Caribes et les Taïnos sont considérés comme presque radicalement opposés. Les Caribes sont associés à la guerre, à la pratique de l'anthropophagie et à la violence, tandis que les Taïnos sont décrits comme pacifiques, diplomates et ouverts.
Le plus souvent, lorsque les Taïnos et les Caribes se battent, ce sont les Caribes qui prennent le dessus et capturent les femmes des Taïnos. Mais comme je vous l'ai dit, il faut prendre les textes dans leur contexte. Parce que dans les faits, on constate que les Européens ont été très bien accueillis par des Taïnos, mais ont surestimé la menace des Caribes qu'ils ont considérée comme de dangereux sauvages. Et tout ça a vite conduit à des généralisations abusives. Donc je vais pas trop m'étendre sur les Caribes aujourd'hui, mais juste dire que l'archéologie confirme en effet un plus large éventail d'armes de guerre que celui des Taïnos, et ainsi que la pratique de l'anthropophagie. Cependant, il a bien été attesté que des Taïnos participaient eux aussi à des expéditions, des raids ou des activités guerrières, donc ils ne sont pas si pacifiques que ce que les premiers Européens pensaient. Mhm. Au XVe siècle, les Taïnos forment des sociétés sédentaires matrilinéaires. Il semblerait que pour le commun du peuple, les foyers soient matrilocaux ou patrilocaux. Donc concrètement, les couples habitent dans la maison de la famille de l'épouse, de l'époux, ou parfois même leur propre maison, et les enfants dépendent de la famille de la mère. Mais ça, si vous suivez mes chroniques, je pense que vous commencez à comprendre comment ça marche. Oui. Pour l'élite de la société et les caciques, les familles sont aussi de lignée matrilinéaire, mais les règles de succession sont plutôt flexibles en fonction des traditions locales et des circonstances. Un point intéressant développé par Keegan, c'est la pratique qui semble répandue de l'avinculocalité. Alors qu'est-ce que ce mot barbare? Ça veut dire que lorsqu'un couple issu de l'élite se forme, il part habiter dans la résidence du frère de la mère de l'épouse. C'est donc Ah. l'oncle maternel qui choisit son héritier parmi tous ses neveux, sans priorité d'aînesse. Et ce système, il a 3 principaux avantages. Il permet d'abord de rassembler un grand nombre de ressources humaines et matérielles entre les mains d'un même clan. Il permet ensuite d'éviter des luttes internes puisque chaque potentiel héritier est sur un pied d'égalité avec les autres jusqu'à ce que son oncle le choisisse. Et puis il permet enfin de rassembler un nombre d'hommes beaucoup plus important au même endroit que dans un système patrilocal ou matrilocal puisqu'il y a moins de dispersion d'entre clans ou foyers. Et ça permet de lutter bien plus efficacement contre les menaces externes. Donc comme je vous ai dit, les Taïnos ils vivent principalement d'une agriculture de subsistance adaptée à l'environnement insulaire, complétée par la chasse de petits animaux, la récolte de coquillages et surtout la pêche, dont ils développent des techniques assez élaborées à base de harpons, de flèches, de filets ou autres. Et dans ces autres, j'ai un exemple assez remarquable, c'est une pratique de pêche à la tortue qui consiste à pêcher d'abord un rémora. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est un poisson à ventouse. En fait, c'est des poissons qui souvent, ils sont sous d'autres gros poissons ou sous d'autres tortues. Ah Ils oui, ont une ok. ventouse sur la tête. Et du coup, en fait, on pêche ça. Une fois qu'on l'a pêché, on le met dans un bac d'eau. Ensuite, on l'attache solidement à une corde. Et quand il y a une tortue qui est pas loin, eh bien, on lâche le poisson. Et du coup, on a juste à attendre que le rémora se fixe sous la tortue. Et il suffit de tirer la corde pour amener la tortue sur son embarcation. C'est génial. Ok. C'est génial. Donc bien entendu, vu la région, les Taïnos sont bien sûr d'excellents navigateurs. D'ailleurs, le mot canoë vient du taïno canoa, qui désigne Oh, ah les ouais? pirogues là-bas. Ouais. Putain, c'est ouf. Mais ils ont vraiment tout inventé, franchement. Ah, mais je trouve ça toujours dingue de se rendre compte d'où vient l'origine l'étymologie de ce qu'on entend, tu vois. Ouais, ouais, Chaman, c'est russe, canoë, maintenant, ça vient des Caraïbes. Enfin, Ah ouais. c'est. c'est ça. Et tu n'es pas au bout de tes surprises aujourd'hui. Oh! Ah, bah, j'ai hâte. Mais du coup, c'est très tôt, grâce à une bonne connaissance de la navigation, que des humains ont pu s'établir dans un milieu comme les Caraïbes. Parce qu'en fait, d'où que l'on provienne, il faut nécessairement traverser des zones de haute mer pour accoster sur une île des Caraïbes. Ce qui devait être en pirogue, mais en fait, c'est une expédition quand même assez conséquente. Selon William Keegan, le peuplement des Caraïbes s'est fait en 2 vagues migratoires. La première remonterait à environ 5000 ans avant notre ère et aurait été entreprise depuis la péninsule du Yucatan et l'Amérique centrale pour atteindre Cuba, puis les Grandes Antilles. La seconde vague aurait eu lieu 2500 ans plus tard, partant des côtes du Venezuela et de la Guyane, avec des arrivées dans la région jusqu'au 1er siècle de notre ère, en passant par les Petites Antilles. Et comme le souligne l'anthropologue Ronald Hopper, ces mouvements migratoires sont probablement liés à des pressions externes comme des conflits, une augmentation de la population ou l'opportunité d'exploiter de nouvelles ressources. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait croire, on constate que le peuplement des îles ne s'est pas fait une île après l'autre, mais s'est répandu de manière plutôt homogène et simultanée. Alors la culture matérielle, et en particulier la céramique, permet d'attester qu'un réseau culturel avec des traits relativement proches prend forme à partir du 7e siècle dans l'ensemble des Grandes Antilles, dans de larges communautés qui sont déjà bien implantées. À partir du 9e siècle, on retrouve ces traits taïnos jusque dans l'archipel des Bahamas, et les populations semblent croître très rapidement.
Et en effet, en fait, ces peuples savent particulièrement tirer profit de leur environnement en maximisant les efforts pour mettre la main sur des ressources de production qui sont forcément limitées dans une région insulaire. Les sites d'occupation se trouvent donc sur des points stratégiques entre l'accès aux ressources et une position avantageuse sur le réseau d'échange. Et bien entendu, tout cela facilite la mise en place de toute une organisation sociale qui va à son tour influencer les nouveaux sites de peuplement et instaurer toute une dynamique expansionniste. De navigateurs, les Taïnos deviennent au fil des siècles d'excellents voyageurs terrestres, et leur implantation, qui était d'abord côtière et tournée vers la mer, progresse au cours du temps vers l'intérieur des terres. Les voies maritimes et sur la terre ferme permettent des échanges et l'établissement de traits culturels communs qui, de par la division insulaire et les apports des autres cultures de la région, permet aussi l'expression de particularités locales, comme en témoigne notamment la céramique. Et ça peut créer des situations originales. On a un site, par exemple en Jamaïque, qui s'appelle Little River, où on a découvert des céramiques qui ont été créées localement, mais qui sont influencées par un style portoricain, donc une île qui est quand même assez éloignée. Si les Taïnos se retrouvent sur un si vaste territoire, c'est pas par pure commodité ou juste la volonté de vouloir prendre des ressources. En fait, il faut revenir à leur société même. En tant que peuple matrilinéaire, pour maintenir le système de parenté, il faut nécessairement que les mariages impliquent des individus de communautés extérieures, et en particulier pour l'élite de la société. Et les communautés liées par un parent commun échangent bien plus facilement, ce qui profite du coup au plus grand nombre. Et c'est de cette manière que la culture, sous sa forme matérielle ou non d'ailleurs, s'étend, que de nouveaux villages ou caciquas se développent et que l'on atteint une population aussi élevée. Ok. Si on retourne à Haïti par exemple, chaque cacica comprenait 70 à 100 villages. Chaque village est dirigé par un ou une chef tributaire de la ou du cacique principal. L'autorité de cette élite, en plus de garantir la structure de cette société, sert aussi à contrôler l'accès et la redistribution des ressources de nourriture et de production. Et un autre point soulevé par Keegan, c'est que ce système de communauté peut aussi s'expliquer par le développement du commerce et des échanges sur de longues distances. En fait, le rôle de dirigeant aurait eu une dimension de chef de commerce. Du Ouais. coup, rassembler plusieurs communautés sous une même autorité aurait grandement facilité la mise en place de voies commerciales durables et pérennes, et par la suite, cela aurait amené à des relations hiérarchiques entre les villages une fois que tout est calé. Les villages en eux-mêmes, ils sont suffisamment grands et prospères pour accueillir jusqu'à plus de 2000 individus, ce qui est beaucoup quand même. Ils sont composés de 20 à 50 maisons, abritant chacune une ou plusieurs familles. Les maisons sont appelées des boyos, et c'est intéressant parce que ce terme, dans la langue taïno, ça veut aussi dire village et île. Donc c'est un peu comme appeler la maison, voilà, d'où on vient, quoi. Les boyaux sont faits de branches, feuilles et paille et sont de forme circulaire avec un toit conique. Elles sont disposées de manière irrégulière autour d'une place centrale dominée par la maison du chef, qu'on appelle la canei. Elle est plus grande, rectangulaire et avec des assises en bois. Dans la plupart des maisons, le sol est en terre battue et il n'y a pas de séparation entre les familles. Le peuple dort dans des hamacs, dont le nom vient du taïno hamaka, et les chefs sur des sortes de lits en bois. À mesure que les villages grandissent, de nouvelles places apparaissent, entourées de maisons tout autour de la place principale. Et ce centre, il a une importance capitale. En fait, c'est là que l'on mène les rites religieux communs et que l'on pratique le bataille. Donc le bataille, c'est un jeu de balles rituel, probable substitut des conflits armés, dans lesquels deux équipes doivent faire le plus de passes possible sans utiliser les mains, ni faire tomber une balle faite de caoutchouc naturel. Sinon, l'adversaire, il marque un point. Et le jeu prend fin après un nombre de points défini et aurait une importance politique et religieuse. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose de plus sur ce jeu dans les écrits des chroniqueurs de l'époque, mais la fouille des terrains de bataille a permis notamment de retrouver des balles et aussi des sortes de colliers en pierre que l'on interprète actuellement comme étant des sortes de trophées en fait. D'accord. Il y a un côté un peu comme le jeu de balle auquel jouaient je sais jamais si c'était les Aztèques ou les Mayas, mais Les deux, tout à fait. les deux, ouais. En fait, Ok. t'as des jeux de ressemble. balles qui sont répartis un peu dans toute la région et c'est assez intéressant parce qu'il y a toujours enfin, c'est pas des jeux, c'est pas du sport, hein, Ouais. c'est des rites religieux. Il y a un Ouais. côté voilà, magico-religieux, voire politique. Et C'est c'est pour éviter de se intéressant foutre sur la gueule, en fait, d'une certaine manière. Ben, C'est pour éviter de se battre. ça peut servir à beaucoup de choses. Là, tu vois, j'avais lu bon, on Ouais. s'éloigne du sujet, mais Oui, j'avais pardon, lu désolé. non, tranquille, non, non. J'avais j'avais lu un bouquin d'un anthropologue sur le sacrifice aztèque et en fait, le jeu Ouais. fait partie de la préparation au sacrifice Ah où, ouais. le fait, les sacrifiés dépensent leur énergie pour libérer le plus d'énergie possible pour qu'ils soient mieux Mieux. exécutés, on va dire. Donc Ok, c'est d'accord. là, on est dans un autre délire, Ouais, mais ok. on voit que le jeu est quand même présent. Ok.
Donc si on revient sur la composition des villages Oui. avec ces différentes maisons et cette répartition, Irving Roose conclut à une hiérarchie de la population en fonction de là où on est placé dans le village. Et en effet, en fait, si depuis tout à l'heure on parle d'élite, de peuple, de chef, etc., c'est parce que les Taïnos ont une société divisée en classes distinctes. Le commun du peuple est composé des Naboria, c'est-à-dire les travailleurs et artisans, tandis que l'élite, appelée Nitaino, occupe des positions importantes de chef ou liées au commerce. Les Boïques, les détenteurs du pouvoir magique et religieux, font également partie de cette élite. Il est tout de même à noter que l'origine de cette division est sujette à débat et pourrait autant relever d'une tradition précolombienne qu'une modification de la société due au contact. Donc ça fait partie des choses où on n'est pas sûr actuellement. Quoi qu'il en soit, les chefs et caciques doivent veiller au contrôle de la production des ressources et de l'artisanat en assignant des tâches à la population, puis en s'appropriant le fruit du labeur de chacun pour le redistribuer à tous les membres de la communauté. Il n'y a pas de propriété privée, tout est mis en commun et repartagé. Bien ça. Comme c'est des modèles qu'on retrouve assez souvent aussi en Amérique du Sud, ce partage de Ouais, ressources. des richesses. C'est ça. Donc, comme on l'a mentionné, l'agriculture a une importance capitale pour pouvoir maintenir des populations aussi importantes. Et pour ça, en fait, les villages prennent place près de points d'eau, ce qui a le double avantage de profiter aux récoltes et à la pêche, qui est la principale source de protéines. Et au niveau agricole, les Taïnos utilisent des techniques assez ingénieuses qui permettent de préserver les sols, ce qui leur assure un mode de vie totalement sédentaire. Ils n'ont pas à déplacer leur village comme les Iroquois ou les Tupinamba, pour ne citer que des sociétés dont j'avais déjà parlé. Et parmi les méthodes agricoles, on a du coup l'agriculture en champ ouvert dans les plaines, l'agriculture en terrasse sur les reliefs escarpés et des systèmes d'irrigation dans les savanes ou les milieux moins riches en eau. D'ailleurs, le mot savane vient aussi du taïno savana. Mais le plus représentatif de l'expertise de ces peuples, c'est le konuko, donc c'est-à-dire l'agriculture sur monticule de terre. Donc les konuko s'étendent sur des lignes régulières d'environ 1 mètre de haut pour 3 mètres de large. Et c'est une technique qui permet une agriculture au-dessus du niveau du sol, qui retarde l'érosion et permet de mieux conserver l'eau et l'humidité, et de faciliter à la fois la plantation et la récolte. Donc c'est un truc qui s'est un petit peu perdu, qui n'a pas vraiment perduré avec la colonisation, mais dont il y a il y a certaines personnes qui essaient de faire revivre un peu ça. Enfin, j'ai vu vite fait, en tout cas sur Internet, que apparemment ça reprend un peu parce que c'est un peu plus respectueux de l'environnement. Ouais, j'allais dire, ça m'étonnerait pas que effectivement ça soit repris parce que on compte vachement sur ce genre de méthode et ça a l'air cool, quoi. C'est clair. Donc du coup, ce sont les hommes qui s'occupent de la plantation et ce sont les femmes qui s'occupent des récoltes. On retrouve dans l'agriculture taïno le maïs, le haricot, la courge, le coton, la calebasse, qui est utilisée autant comme aliment que contenant. On a aussi le tabac, l'ananas, des noix de palmier, des baies, des tubercules, notamment le manioc et la patate douce. Et pour l'anecdote, les mots maïs, tabac et patate proviennent de la langue taïno. Et le manioc se dit yucca, mot qui désigne le manioc en anglais et qui en français désigne une autre plante qui a absolument rien à voir. Je suis en train de me dire: «Oh merde, est-ce que les racines du yucca, c'est genre le manioc?» J'ai rien compris depuis le début, tu sais? En fait, l'étymologie est la même, c'est juste que je sais pas, maintenant ça dit autre chose. Mais en fait, si, je crois que je m'étais renseigné. En fait, on avait déjà un mot pour le manioc qui vient de l'arabe, je crois, un truc comme ça. Donc c'est pour ça qu'en français, on a on appelle ça manioc, mais en anglais, on peut appeler le manioc yucca en tout cas. Dans l'alimentation de base, on retrouve aussi la cassave, qui est une sorte de pain ou galette de farine de manioc, mangée en toute occasion. Et ça, je suis sûr que ça ne vous surprend absolument pas si vous avez écouté ma chronique sur la cuisine caribéenne au XVIIe siècle. Elle est magique cette chronique sur la cuisine. Elle est pas Il faut encore vraiment montée, que mais j'en ai j'écoute, je très vais grand devoir souvenir. écouter toutes tes chroniques à force parce Et que oui. du coup, Oui, faut je que fais des liens suive. souvent. Maintenant, tu vois, voilà, t'as toute une histoire, il faut que Oui, c'est le Nico Universe. Je C'est m'auto-cite. complètement ça. Allez écouter toutes les chroniques de Nico, comme ça ce sera fait, chers auditeurs. Donc côté matériaux, le coton est utilisé dans la confection des filets de pêche, des hamacs, des pagnes et aussi des coiffes qui sont associées à des plumes de perroquet notamment. L'artisanat taïno témoigne aussi d'une grande maîtrise d'autres matériaux comme le bois, la pierre, les coquillages, les os et l'argile. Les objets manufacturés sont autant utilisés comme ornements personnels que pour les échanges commerciaux. Et pour ça, on construit des canoës dans des troncs d'arbres creusés avec des outils en pierre. Et bien entendu, les canoës servent également à la pêche, comme on l'a vu, mais aussi au raid, et ils sont capables d'embarquer jusqu'à des dizaines de personnes. Il me semble que ça va jusqu'à 150 personnes pour les plus grands mentionnés. Oui, quand même. Barquette, quoi. Ouais, c'est un sacré canoë.
Comme évoqué dans les textes, les Taïnos ont longtemps été considérés aussi comme plus pacifiques par rapport à d'autres cultures de la même période. Et comme je vous ai dit, ça reste à nuancer. Du point de vue de l'archéologie, on constate que leur armement est certes moins sophistiqué que celui des Caribes, par exemple. La sagaie à la pointe de bois durcie au feu ou en dents ou os d'animaux marins lancée au propulseur reste l'outil de chasse et de guerre principal. L'arc est connu, mais surprenamment, il n'est pas utilisé au combat avant l'arrivée des Espagnols. Il aura un rôle par contre lors des soulèvements et rébellions indigènes. Et de base, il est en fait utilisé pour la pêche. En fait, les flèches sont faites de roseaux surmontés de dards de raie, enduites au curare, donc paralysant. Et du côté des Petites Antilles, où les populations caribes effectuent des raids sur les établissements taïnos, les flèches sont similaires mais ont un usage guerrier avéré, et on a retrouvé par exemple un dard de raie figé dans l'omoplate d'un squelette taïno, attestant de combats avec des caribes. Et d'ailleurs, je vous conseille de voir à quoi ressemble un dard de raie, et vous verrez qu'en fait c'est juste une pointe de flèche naturelle. Donc c'est pas si surprenant que ça ait été utilisé en ce sens. Il reste un matériau à mentionner, peut-être le plus symbolique de tous, puisqu'il est fortement associé au contact et à la soif de richesse de Christophe Colomb. Donc c'est bien sûr l'or. Mais comme vous vous doutez, l'or n'a pas du tout le même sens et la même portée chez les Taïnos et les Européens. Les Caraïbes ne sont pas en soi une région abondante en or, et c'est cette rareté en fait qui va lui donner son importance. Actuellement, seule une cinquantaine d'artefacts en or peut être retrouvés en contexte archéologique. Leur taille n'étant souvent que de quelques centimètres et leur poids dépasse rarement les 1 gramme. Donc bien sûr c'est très très peu et il n'est pas à exclure que la colonisation soit en partie responsable de ce corpus aussi restreint. Et l'or chez les Taïnos, c'est étroitement lié au statut social et à une dimension sacrée en lien avec les ancêtres, puisqu'il semble être transmis de génération en génération. Il joue aussi un rôle crucial dans les dynamiques d'échange et d'interaction culturelle, et que ce soit avec les sociétés de la région, du continent ou même avec les Européens. Alors localement, il n'existe que quelques gisements d'or, principalement alluvionnaires, dans les grandes Antilles. Mais les Taïnos n'avaient pas vraiment de compétences en métallurgie. En fait, ils n'ont aucune technique de fonte ou d'alliage. Et en réalité, l'or est travaillé directement après avoir été ramassé par martelage, puis incisé et découpé avec des outils en coquillage et souvent polis au sable et à l'eau. Donc les pendentifs en or sont donc de forme assez simple, parfois montés avec du bois, des os ou des ornementations cousues. Et 2 types d'or existent chez les Taïnos, dont les premières analyses archéométriques en 2012 ont permis de confirmer leur composition ainsi que leur origine. Donc on a d'abord un or qu'on appelle le kaona, qui est collecté et travaillé localement, et il se reconnaît à sa couleur jaune et sa teneur en or à plus de 90%. Il est principalement utilisé pour les échanges commerciaux et semble posséder une valeur symbolique un petit peu moindre. Et puis on a le guanine, donc qui a un alliage d'or et environ 20 à plus de 35% de cuivre, qui lui donne une couleur un peu plus rougeâtre, un peu plus mauve aussi parfois. Et lui, il possède une valeur symbolique et sociale extrêmement forte puisqu'il est associé à l'élite. Et les Européens ont été très surpris de l'importance de cet alliage, qui est moins riche en carats et en or pur, et qui parvenait à échanger à hauteur d'un objet en guanine contre 200 objets en kaona, juste pour donner un ordre d'idée et souligner cette importance. Mais il faut se rappeler que pour les Taïnos, les critères d'appréciation des métaux ne sont pas du tout les mêmes pour les Espagnols. Et par exemple, outre l'aspect visuel et la couleur, il a été aussi rapporté que l'odorat jouait aussi un rôle majeur. Donc en tant qu'alliage, le guanine... L'odeur de l'alliage? Ouais, tout à fait. En fait, il sentait C'est dingue quand même. les métaux et c'est comme ça que notamment ils choisissaient, enfin ils déterminaient leur valeur. Donc c'est super intéressant. Et on verra aussi enfin pas dans cette chronique, sinon cette chronique va durer toute la nuit. Mais, mais quand les Européens introduisent notamment d'autres métaux, comme le laiton par exemple, et du coup ça va un peu bouleverser tout cet ordre-là, parce que c'est un métal qui ressemble vachement au guanine, au niveau de la couleur et même au niveau de la senteur apparemment. Et du coup ça va un peu bouleverser les pratiques locales. Du coup, en tant qu'alliage, le guanine, il est évidemment pas produit localement, mais il est le résultat d'échanges. Et certaines pièces figuratives ou figurines ont pu permettre de faire un rapprochement stylistique avec des origines mésoaméricaines ou colombiennes. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est une tête d'oiseau qui a été retrouvée à Cuba et qui possède les mêmes caractéristiques que celles fabriquées autour du XIe siècle par les peuples Tairona de Colombie. Sauf que pour les Tairona, ce type de tête d'oiseau faisait toujours partie d'ensembles plus vastes, ce qui laisserait à penser qu'ils réservaient probablement à l'export en fait les pièces cassées, qui n'avaient plus aucune utilité, qui passaient du statut de débris à celui d'objets à haute valeur symbolique chez les Taïnos par l'échange. Autre chose intéressante, cette même tête d'oiseau a été retrouvée dans une couche archéologique récente datée entre 1300 et 1500.
qui signifie qu'elle a circulé pendant des siècles, depuis le XIe siècle, avant d'être enfouie. Et ça, en fait, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui tend à montrer que les objets devaient passer de main en main parmi l'élite au fil du temps. Alors on a un autre exemple, c'est que l'or, en fait, se retrouve associé en contexte funéraire qu'après l'arrivée des Européens. Et avant, c'est juste, en fait, l'or qui a été peut-être abandonné ou laissé. Et du coup, après tout ça, on se rapproche de la fin de cette longue chronique, mais il reste un sujet que j'aimerais aborder, c'est bien sûr celui du genre et du sexe. Vous avez peut-être constaté que j'ai essayé notamment de ne pas genrer les chefs et caciques taïno. Car en effet, en fait, cette fonction n'est pas réservée aux hommes en soi. Si dans Oh! les faits, la majorité des caciques rapportés dans les écrits sont bien des hommes, on a des femmes aussi qui portaient ce titre et qui sont également mentionnées. Donc on a des noms de caciques femmes. Et en fait, si on revient un peu sur la méthode de succession, qui est assez flexible, on constate qu'il arrive régulièrement que des sœurs ou des épouses de caciques succèdent à leurs frères ou époux. Et au niveau de la société, ça va même un petit peu plus loin. En fait, la majorité des tâches et des fonctions sont non exclusives et peuvent aussi bien être occupées par des femmes ou des hommes. Il y a par exemple des femmes qui faisaient partie de l'élite, qui occupaient des fonctions liées au commerce ou à la politique. Mais on trouve aussi des femmes lors des expéditions guerrières ou toute activité relative à la production ou à l'artisanat. Et on le voit aussi dans la pratique du bataille, le jeu de bal rituel, qui est composé d'équipes mixtes d'hommes et de femmes. Et tout ça, en fait, pousse à revoir la grille de lecture sur la division sexuée du travail qui marche relativement bien dans pas mal de sociétés, notamment aux Amériques, mais qui atteint en fait ses limites avec les taïnos, ce qui ouvre la voie à des nouvelles recherches. Donc pour conclure, si on résume, les peuples du réseau culturel taïno sont principalement des navigateurs et agriculteurs qui vivent dans des sociétés complexes, portées sur le commerce à grande échelle, avec une dynamique en plein développement à l'époque du contact, héritée de plus de 800 ans d'échanges dans les Caraïbes et même au-delà. William Keegan estime qu'en l'absence de la colonisation européenne, il n'aurait fallu que quelques siècles dans les grandes Antilles pour voir l'émergence d'une civilisation proche de celle d'Amérique centrale. Malheureusement, le contact a précipité brutalement la fin de ces sociétés, dont il reste beaucoup à découvrir. Et c'est un triste hasard quand même qui a poussé Christophe Colomb à débarquer ici. Il aurait pu, je sais pas, tomber ailleurs sur des peuples avec une plus forte culture guerrière et finir sacrifié ou mangé, mais, mais non. Malheureusement, l'histoire est ce qu'elle est et la perte de ces cultures est une réalité. Et à mon avis, c'est pour ça en fait qu'il faut continuer à étudier et renforcer nos connaissances à leur sujet, lutter contre les idées reçues véhiculées depuis la colonisation, réhabiliter la place de ces sociétés auprès du plus grand monde possible pour mieux souligner les ravages et conséquences du contact. Je pense qu'il est grand temps d'arrêter d'honorer ceux qui sont à l'origine de ce carnage au profit des civilisations autrement plus riches et fascinantes qui peuplaient ces régions. Donc voilà, j'ai juste effleuré le sujet. Donc vous l'aurez compris avec le premier épisode de cette série de chroniques, qui sert de longue, très longue introduction, on va se concentrer uniquement du côté des peuples autochtones. La prochaine fois, nous nous plongerons dans la vision du monde taïno pour voir les implications du contact du point de vue interne de leur société. Donc on verra notamment les mythes, on verra les croyances, on verra en fait comment tout ça, ça a pu être compatible avec l'arrivée d'étrangers sur leur terre. Trop cool, C'est franchement. hyper Bon intéressant, ça donne teasing, directement bon envie d'en savoir teasing. plus. Le teasing est ouf. Franchement, le teasing est ouf et je suis très content parce que je serai obligé d'être là pour entendre la suite. Donc j'aurais pas besoin d'attendre, comme peut-être Manon, pour entendre la suite de ce que tu viens de nous raconter. Oh, tu sais, je suis au chômage. Potentiellement, je peux être là à toutes les chroniques. C'est Et beau. ben, je te dirai quand est-ce qu'il la fera la prochaine. C'est clair, ça demande un travail assez dur parce que en fait, il y a assez peu de ressources qui vulgarisent ça, en fait. Ouais. Je me sers beaucoup d'articles et comme je vous ai dit, c'est un énorme bordel parce que tu as tout le côté archéologie, anthropologie qui a été, on a presque dû reprendre à zéro pas mal de trucs, depuis les années 2000. Donc c'est un truc qui est très actuel et c'est dur d'avoir des infos qui soient très fiables et ça change d'année en année. Là, par exemple, depuis, je crois qu'il y a 2 ans, il y a des études, en génétique qui sont sorties, qui contredit pas mal de choses, mais en même temps, les études génétiques sont aussi assez critiquables. En fait, il y a une effervescence de recherche et toute une dynamique autour de ça qui est en cours. Donc c'est assez fascinant. Ouais, tu En tout cas, m'étonnes. je trouve ça important et bien qu'on se réintéresse à ça et que justement il y ait des erratums de partout et que c'est un moindre mal, je trouve, que d'essayer de réparer ça et de comprendre ces cultures-là, voilà, même si on n'y est pour rien, hein, en tant qu'individu, bien sûr.
Oui, oui, bien sûr, nous, on n'était Ouais, pas là tout à à fait. l'époque. Bah, ça fait du bien de se dire qu'on essaie de chercher qui sont ces gens finalement qu'on ne connaît qu'au travers du spectre de leur culture qui est complètement déformée par les yeux des occidentaux de l'époque, quoi. Ça et C'est puis aussi D'Hollywood. si Oh tu et compares bouh! d'Hollywood ouais, du coup, si tu qui compares avec s'amuse avec l'importance les clichés accordée comme jamais. à Christophe Colomb, qui est quand même un personnage, qui aux États-Unis, par exemple, tu as le Columbus Day. C'est assez drôle parce que je traînais sur des réseaux un peu de militants pour la cause indigène qui, en fait, tu as plusieurs courants de ce côté-là. Tu en as qui disent, je sais pas si je l'avais mentionné d'ailleurs, qui disent qu'il faut arrêter enfin qui insultent, genre qui prennent ce jour-là pour insulter Christophe Colomb et dire vraiment, des trucs à son sujet. Et tu as d'autres courants qui disent: «Bah non, il faut juste arrêter de parler de Christophe Colomb, il faut parler des Oui, des il faut peuples, Oui, qui bah, sont non, là». mais de ouf, de ouf. c'est ce qui est le plus logique parce que pareil, Ouais, Christophe, bon, bah, il a fait son boulot, qu'on lui demandait de faire dans un contexte historique bien précis, quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça, donc faut juste arrêter d'en parler c'est ou en ça. parler autrement, quoi, en fait, juste tout simplement. En parler comme, aborder un autre point de vue sur l'histoire, et une histoire qu'on connaît trop, quoi. À propos de la découverte de l'Amérique, il me semble que Jules, pour, l'épisode 2 de cette saison, a fait un truc sur le peuplement américain, donc n'hésitez pas à aller Yes. y faire un tour parce que vous verrez que le peuplement américain et la découverte de l'Amérique, c'est pas en 92 en fait. Vous avez vu Et bah 1492? non, j'ai jamais vu Oui, bah, alors je l'ai vu 1492. à l'école, donc ça date. Ouais, c'est ça, moi aussi, je l'ai fait à l'école. Je me rappelle qu'à l'école, j'étais en mode: «Oh frérot, c'est quand même, c'est quand même un peu trash», tu vois? Ouais, ouais, franchement, c'est clair. Ah, j'aime beaucoup la musique, mais j'ai jamais vu le film. Je sais pas Bah, si l'ambiance est au dingue MJ parce qu'en Cinéma. fait, c'est Ridley Scott avec, Vangelis comme musique. Du coup, Ouais, c'est c'est ça, en fait, ouais. c'est très beau. Tu as l'impression que chaque plan, c'est vraiment très travaillé. C'est un peu des tableaux, tu vois? Tu as une musique vraiment de dingue, mais c'est tout. En fait, l'emballage est très beau. Le fond est nul à chier. Là, tu Comme vois, on a souvent claqué avec des Ridley claques Scott, pour, hein. Oui, comment? j'allais dire, en fait, c'est souvent très joli et souvent, Oui, oui, c'est vrai, oui. C'est un classique de c'est Ridley Scott, quoi. C'est souvent un peu vide derrière, une fois que tu grattes le fond, C'est ça. voilà. Bon bah écoutez, du coup, bah merci Nico pour ta super chronique, ça donne envie de voir la suite. Je vais mettre fin à l'enregistrement dès à présent pour aller manger une soupe à la carotte. Et merci à toi Mmh. Manon aussi pour ton intervention. Et puis on se revoit tous ensemble très bientôt. On espère sur YouTube, on espère aussi sur Twitch si on arrive à trouver un moyen de se caler ça. Et puis vous, chers Inch'Allah. auditeurs, on vous revoit aussi sur toutes les plateformes. Vous aurez tous les liens dans la description, c'est incroyable. Et on vous souhaite bah, une excellente journée, un bon début de semaine quoi pour vous. Voilà. Ciao. À bientôt, ciao. Ciao. Bon, du coup, alors vous avez prévu quoi de beau pour aujourd'hui? Eh bien, moi, j'ai une petite chronique, sur un fake, photoreportage, OK, Oh yes. d'accord. en mode esprit critique, fake news. Ah, ah. Waouh, trop bien. Et toi, Nico, t'es sur la découverte de l'Amérique, point de vue natif, c'est ça, il me semble? C'est ça. Alors c'était un OK, gros très bien. travail, j'ai fait annoncer ça comme une trilogie, ça en sera une, mais ça me demande énormément de temps, donc en fait, je vais OK, pas t'es lancé l'annoncer dans comme une un trilogie, comme ça, voilà, tu pourras répartir les épisodes Oui. comme tu veux. On se prend pas la tu tête lancé dessus, dans un ouais. mémoire de recherche, c'est ça? Non, Ça, mais c'est je vais juste pas mentionner ma bibliographie parce que Tu pourras toujours la mettre en ça commentaire défie la oui, logique, donc j'allais te dire, au pire, tu mets un petit commentaire avec toute ta avec biblio, toute la biblio ouais, je et ce crois, ouais. sera largement suffisant, ouais. OK. Bah, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer par Manon. Si j'ai la foi de trouver un petit débat, ou un jeu, j'ai avoir des jeux en réserve, faut juste que je regarde ça. On peut en faire un après, OK. puis on peut terminer avec toi, Nico, si Ouais, ça pas vous de convient. souci. Ça me Voilà, va très bien. Allez, parfait. faisons ça. Allez, c'est parti.